Salut Mimi, dis-moi, je t'ai envoyé un mail là sur tu sais, la numérisation des contrats de location. Du coup, je voulais voir si tu pouvais le regarder avec l'équipe ou me faites une estimation comme ça, je peux la communiquer pour l'engagement, tu sais, auprès des investisseurs et tout ça. Oui, Mais bon, j'ai bien reçu ton mail. Pas de problème, on pourra te faire une macro-estimation avec cool. l'équipe. Mais par contre, on ne pourra pas s'engager sur le périmètre fonctionnel aussitôt dans le projet. D'accord, vous allez vous engager quand du coup? Alors, généralement, on s'engage en début de sprint. Tu sais, sur le travail à réaliser pendant le sprint, c'est ce qu'on fait en sprint planning. Ouais, du coup, je comprends pas trop pourquoi vous pouvez vous engager en début de sprint, mais pas maintenant. Alors, la différence, c'est qu'en début de sprint, on a généralement une bonne visibilité sur le travail à faire. On a aussi une meilleure compréhension des enjeux techniques et fonctionnels. Du Ouais. coup, on est beaucoup plus confiant dans nos estimations. Et en plus de ça, au fur et à mesure qu'on avance dans nos développements, on connaît mieux notre capacité à faire. Bah, c'est ce qui nous permet du coup de nous engager sur ce qu'on te livre à la fin du sprint. D'accord. Et du coup, moi, je fais comment là pour communiquer auprès des investisseurs? Parce que je me vois pas leur dire, on va découvrir au fur et à mesure du projet ce qui va se passer à la fin, et puis vous nous donnez carte blanche. Je comprends, pas de panique. On va faire quand même une macro-estimation, comme je t'ai dit. Et pour que ça soit beaucoup plus rapide, je te propose qu'on fasse un atelier qui s'appelle Magic Estimation. Magic Estimation. Euh, Encore un de tes trucs de baguette magique où tu vas faire apparaître des estimations sur des post-it. J'aime quand tu m'appelles magicienne. Non, Mhm. non. Ça va être un atelier où tout le monde est présent. Ouais. Toute l'équipe, toi y compris, en tant que Oh, je suis obligée producteur. d'être là. Ah ouais, ouais. Faut que tu- Il y aura des bonbons. On est bon. Donc toi, en tant que product owner, tu vas nous expliquer ce que tu attends derrière chaque fonctionnalité. Ensuite, D'accord. l'équipe va venir les estimer en les comparant les unes par rapport aux autres. Et à la fin de cet exercice, on est capable de donner une bonne première, enfin on aura une bonne première vision du budget que tu auras voté auprès de tes investisseurs. Ah Ouais. mais top. Du coup, j'aurai un engagement, c'est bon. J'aurai mon budget. Attention, attention, ça sera juste une estimation qu'on affinera à chaque sprint. Une estimation. Mais en fait, du coup, vous vous engagez jamais. Et en fait, vous pourriez passer vos journées sur YouTube et ce serait exactement pareil. Non, non, on s'engagera juste pas sur le périmètre fonctionnel. Par contre, on s'engage sur la qualité de production de l'équipe. Qu'est-ce que tu mets derrière? Qualité de production? J'entends par là la qualité du produit qu'on te livre à la fin du sprint, aussi bien fonctionnellement que techniquement, la qualité de nos estimations et aussi la qualité de travail de l'équipe. Et la qualité des vidéos YouTube. C'est les investisseurs là qui vont pas du tout être contents. Mais non, t'inquiète pas, une fois qu'ils auront essayé, ils voudront plus revenir en arrière parce que ça leur permet d'avoir une vision en temps réel de l'avancement effectif du projet. Et en plus de ça, ils pourront reprioriser aux besoins. Donc, test and learn. Ouais. Ok, du coup, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que pour une équipe, c'est compliqué de s'engager dès le départ d'un projet sur un périmètre. En revanche, on peut s'engager sur la qualité de production, donc sur la qualité de ce qu'on va produire. Euh, Toutefois, pour un product owner, on comprend que ce soit hyper important de pouvoir définir des budgets, s'engager aller communiquer auprès des investisseurs, ça tout au long du projet. Et pour ça, au début, on a un atelier qui s'appelle le Magic Estimation, qui va nous permettre très très rapidement de dégager une macro-estimation du projet et du coup de communiquer dessus. Voilà. Je te propose qu'on se présente quand même. Ouais, Ça peut être bien. qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc je suis Myriam Elaboudi, je suis responsable du pôle mobile actuellement chez Xebia. Donc j'ai commencé comme vous, j'étais développeuse, ensuite j'étais product owner. Voilà. Et je suis Laurent Tenos, je suis coach agile. Avant, j'étais PO, Scrum Master et même développeur il y a longtemps. Du coup, là, on va faire 2 minutes de questions. Si tu veux bien nous rallumer la lumière dans la salle, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va faire 2 minutes de questions sur la petite scénette qu'on vient de faire. On va faire ce système-là pendant toute la conf. On a 5 petites scénettes comme ça. À chaque fois, on fera 2 minutes de questions sur la scénette qu'on viendra de faire. On ne reviendra pas sur d'autres sujets. Et on a 2 questions bonus si jamais vous êtes vraiment très sage. On est parti? 2 minutes? Est-ce que la Magic Estimation a été prouvé qu'elle a été efficace? Euh, Un retour d'expérience. Alors les Magic Estim, moi perso en tant que coach, je les utilise beaucoup quand on demande absolument aux développeurs de faire une estimation en début de projet. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est super court, que de toute façon tu ne seras pas beaucoup plus précis en investissant 3 semaines des développeurs de toute une équipe qui va estimer tout ton projet. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas, ton projet, tu ne le connais pas à l'avance. Du coup, c'est un moyen pas cher d'aller voir
au doigt mouillé un petit peu ce que ça peut donner et au fur et à mesure de le remettre à jour. Mais c'est ce qu'on a vu, il faut surtout pas prendre ça comme un engagement, quoi. Ouais. C'était ça te permet juste pas de passer des journées à faire des plannings, des estimations, voilà. Tu peux plier ça en 2 heures avec le product owner qui connaît bien le produit, qui porte la vision, et voilà. Accessoirement, tu vois l'intégralité du projet, ou en tout cas de la première version, ce qui fait que tu as une bonne vision de ce qui va arriver, et tu peux aussi penser ton architecture au fur et à mesure que tu l'as fait, ce qui est parfois une difficulté en agile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Prochain. Est-ce qu'on s'engage sur la date de livraison? Pas du tout. Enfin, même chose, c'est ce qu'on disait par rapport à la macro-estimation. À la fin, on aura une bonne première vision du budget, mais par contre, ça va changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on avance. Il y aura peut-être des fonctionnalités qu'on avait prévues initialement dans nos estimations et qui vont devoir sauter parce qu'on a récolté le feedback de l'utilisateur. Donc non, on ne s'engage pas sur des dates. De manière générale, c'est soit tu t'engages sur une date, soit tu t'engages sur un périmètre. Ouais. Si tu t'engages sur une date, ça veut dire que tu changes ton périmètre. Ouais. Voilà. C'est ça. Dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a une story map qui a été faite avant? Ouais, en général, on fait un découpage. Il faut qu'il y ait un découpage qui ait été fait au préalable. On va en reparler de toute façon. Ouais. Parfaite transition. Ok, next. Comment? Tu viens me voir. Je viens te voir pour... Comment ça? Cette release? Pour quand? Ah oui. On se croise même. On est en train de se croiser. Donc on est dans le couloir. Salut Myriam, coucou. Tu vas être super contente parce que là, on va mettre en recette la première version de la release. Et donc tu vas pouvoir commencer à tester. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Le produit, il est prévu pour être livré pour avril 2018. Je commence ma recette en février 2018. C'est ce qui est prévu dans mon planning, je crois. Oui, alors en fait, on se disait, ce serait pas mal de te livrer au fur et à mesure des petits incréments du produit. Et comme ça, tu pourrais les tester, voire même on pourrait les mettre en prod aux utilisateurs, genre tous les mois. Non. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je le veux dans 1 an. On fera la recette 2 mois avant. On change rien. C'est ce qu'on fait d'habitude. Comme d'hab, quoi. Il se passe quoi d'habitude? On trouve des bugs. Pas mal de bugs, mais après, comme on a une super équipe, on les corrige. Ça nous met 2 mois à peu près pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc imagine si je dois le faire tous les mois. Oui, mais alors justement, ce que tu décris, c'est quand on fait une grosse phase de développement et que du coup, on arrive à la fin des 10 mois et on se tape une énorme phase de recette qui est super compliquée parce qu'on trouve plein de bugs et qu'ils sont vachement compliqués à résoudre. Ce qu'on aimerait faire, et si tu es d'accord, ce serait de te donner des petits morceaux de développement au fur et à mesure et qu'on les teste. Et à chaque fois, du coup, on testerait des périmètres qui sont plus petits, plus faciles à tester. Quand on trouvera des bugs, ils seront beaucoup plus faciles à corriger parce qu'on vient de les faire. En plus, c'est un périmètre qui est petit, du coup, moins d'effets de bord, donc plus facile à corriger. Attends, mais je comprends pas ton truc parce que moi, si tu me livres au bout du sprint 2, juste la base de données, je vois pas comment mettre ça en production. Ouais, alors, on est d'accord. Quand on parle de découpage comme ça, on parle plutôt d'un découpage qui est technique. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. C'est pas si je te donne la base de données, ensuite je te donne l'API et tout à la fin je te donne l'IHM, au final tu n'auras pas de valeur qui sera apportée à ton utilisateur avant la toute fin du projet. Donc ça change pas grand chose. En revanche, si on te fait un découpage fonctionnel, donc c'est-à-dire qu'on te donne des morceaux, des périmètres qui traversent toutes nos couches techniques au fur et à mesure du projet, je serais capable de t'apporter de la valeur à ton utilisateur tout au long du projet. T'es mignonne, mais moi j'ai besoin de tout le système d'information pour que mon produit fonctionne. Je peux pas juste dire à l'utilisateur, tu peux commander ton repas, mais attention, tu vas pas te faire livrer. Ouais, j'avoue, on aurait l'air con. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de traverser l'intégralité du workflow utilisateur, mais en le simplifiant à chaque fois. Donc par exemple, on pourrait dire que notre première version du profil, ce serait juste le nom et l'adresse, qu'on aurait le droit de faire qu'un seul resto, où on choisit qu'un seul plat, on fait que le déjeuner. Peut-être que je veux commencer par le dîner. Eh ben, c'est toi qui choisis. Si tu veux commencer par le dîner, on commence par le dîner. On fait du paiement par cash, comme ça on s'embête pas à développer un truc de carte bleue, et on livre que dans Paris 8e, histoire de valider notre truc, ce qui fait qu'on aurait une première version de notre application qui serait commander un plat à moins de 10 € en moins de 20 minutes, livré chez vous. Comment t'appelles ça déjà? Ça, ce serait une MMF, une Minimum Marketable Feature. Et le global, l'atelier qu'on fait pour faire ça, c'est un story mapping. Et du coup, au fur et à mesure, on pourrait
rajouter des nouvelles fonctionnalités et livrer des nouvelles versions à l'utilisateur, ce qui ferait que tout au long de notre projet, on mettrait en prod des choses et nos utilisateurs, ils l'utiliseraient, ils pourraient nous dire si c'est bien ou pas, si on s'est complètement planté dans notre market, ce qui est possible, enfin, rien contre toi, hein. Et on gagnerait de l'argent au fur et à mesure. Donc ok, donc si je résume, en découpant mon projet en plein de petites releases, je vais acquérir rapidement des utilisateurs et je vais pouvoir générer du cash aussi en parallèle. Ouais. Bah fallait commencer par ça. Ouais. Vénal. Ok, donc ce que je retiens, c'est qu'en découpant justement mon grand projet en plein de petites releases, je vais pouvoir livrer plus fréquemment et du coup, je vais limiter le coût de ma phase de recette et de correction d'anomalies. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que ce découpage doit être fonctionnel. C'est ce qui va me permettre d'apporter de la valeur rapidement à l'utilisateur et aussi, par la même occasion, valider ou invalider les hypothèses que j'ai prises au départ du projet. C'est parti. Question. Vous connaissez le délire maintenant? Qui pratique régulièrement les story mapping? Il y a une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que le MMF? Ok, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait sur un projet legacy où on doit avoir le même périmètre fonctionnel qu'avant? Sur des applications de gros refactoring comme ça, moi j'ai tendance à faire, on refait une partie du système au fur et à mesure et on remplace des vieilles parties du système par des nouvelles parties du système. Il y a des fois où c'est pas complètement possible. Il y a plein de stratégies différentes. Je connais des boîtes où ils sont repartis from scratch et ils ont dit on laisse tomber l'ancienne appli, on repart from scratch et attention, livrer, ça ne veut pas forcément dire mettre en prod. Oui, ça peut être juste en recette, en interne, en bêta-testing. Ça peut être, je donne à une partie de mes utilisateurs, ça peut être du bêta-test, ça peut être... L'important, c'est d'intégrer tout le flux end-to-end le plus rapidement possible. Et après, si on ne met pas en prod, bah, comme tu n'es pas sur un nouveau produit, tu n'as pas besoin de tester ton marché. Mais... Bon. Ouais. Ce qu'on fait maintenant et ce qu'on a fait à chaque fois. Et donc que les tests de recettes soient de plus en plus importants au fur et à mesure des sprints. En fait, tu tires un sujet qui est très large, qui est celui de l'intégration continue et du déploiement continu, avec tout ce que ça tire, l'automatisation des tests, etc. Et c'est un sujet qui est assez inhérent avec le découpage et la livraison en continu des choses. Il y a aussi le fait que quand tu as livré un morceau, il faut aussi penser ton architecture de façon à ce que ce soit hyper facilement testable et que tu as moins de probabilité d'aller taper et d'aller casser des choses que tu as déjà faites en rajoutant des donc il faut compartimentaliser suffisamment ton code, mais ça c'est ton architecture, il faut qu'elle soit conçue comme ça dès le départ. C'est très difficile, hein. Il y a des boîtes qui ont tendance à dire on peut pas commencer à faire des trucs comme ça parce qu'on n'a pas les tests automatisés, parce qu'on n'a pas l'intégration continue, parce qu'on n'a pas tout ça, donc il faut y aller étape par étape, pas à pas au fur et à mesure. Ouais. Et il faut effectivement rationaliser quand on fait une recette, on prend juste le parcours critique qu'on teste à fond, de A à Z. Après, tout le reste, ça va être couvert par des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels. Donc, c'est la clé de voûte du TTM rapide. On passe au suivant. Yes. Vas-y. Ok. On s'assoit. Je suis fatiguée. Bon, alors Myriam, je vais pas y aller par 4 chemins là. J'ai reçu l'estimation de l'équipe. Ils m'ont mis ça en story point. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça m'arrange pas du tout. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te gêne vraiment avec les story points?
J'en sais rien. Enfin, c'est quoi ces story points? Moi, d'habitude, j'ai des jours hommes. Vous me donnez un nombre de jours hommes. Moi, j'ai une capacité de l'équipe en jours hommes et je suis capable de calculer que je suis capable de faire mon projet ou pas faire mon projet. Et puis après, je le communique aux investisseurs, quoi. D'accord, mais je te rassure, tu pourras quand même calculer ta date d'atterrissage avec les story points. L'avantage pour nous, c'est que c'est une base de calcul qui est objective pour l'équipe. Ça veut dire quoi, une base de calcul objective? Alors, imaginons que tu demandes à deux personnes qui n'ont pas la même vitesse de course d'estimer cette course, la durée de cette course. Ils vont jamais réussir à se mettre d'accord. Il y en a un qui va dire 40 minutes, l'autre 20 minutes. On n'a qu'à faire 30 minutes. Ah bah non, justement, ça sera faux, peu importe la personne qui courra. Alors que si on prend la distance, elle est bien de 5 km pour tout le monde. Et ben c'est un peu ça, les story points pour nous. C'est une base objective de référence sur laquelle toute l'équipe est alignée. D'accord, donc ça va vous permettre, vous, de mieux vous aligner. Super. N'empêche que moi, en attendant, ça ne me permet toujours pas de calculer ma date d'atterrissage avec des story points, quoi. Bah, t'inquiète pas, on pourra aussi le faire avec les story points. Imaginons qu'on prend la release de la V1, celle qu'on a estimée à 300 points en Magic Estimation, et que je constate au fur et à mesure qu'on avance dans nos développements qu'on fait 30 points en moyenne par sprint. Ouais. Eh ben, je peux extrapoler et dire qu'au bout de 10 sprints, je suis capable de te livrer la totalité de ces 300 points. Et c'est comme ça que je peux te communiquer une date d'atterrissage. Attends, mais c'est vachement bien ton schéma là. Tu crois que je peux montrer ça en Codir? Ouais, tu peux. Par contre, je te conseille de montrer la dernière version à chaque fois, parce qu'on le met à jour à chaque fin de sprint. Ok. Go. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que les estimations en story point, ça va permettre à l'équipe de faire abstraction un petit peu de leurs différences au niveau de l'équipe. Donc s'il y a une hétérogénéité de junior, senior, de maîtrise des connaissances technologiques ou même fonctionnelles, les story points, en fait, ils s'en fichent de ça. On se base sur la même distance. Et du coup, on va pouvoir calculer la capacité globale de l'équipe, qu'on appellera vélocité. Et en se basant sur cette vélocité de façon historique, donc de façon empirique, on sera capable d'aller supposer une date d'atterrissage qu'on mettra bien sûr à jour au fur et à mesure du projet. Et effectivement, indépendamment des compétences de chacun dans l'équipe. Ouais. Voilà. Question? Vas-y. Ouais. Allez, c'est hyper important ce que tu dis parce que l'estimation... Pardon, oui, il dit on ne tombe pas toujours d'accord sur les story points. Et c'est hyper important parce qu'en fait, la vraie valeur ajoutée de l'estimation et du poker planning, c'est plus la discussion qui a lieu pour faire cette estimation que l'estimation en elle-même. L'estimation en elle-même, ça reste une estimation, ça reste un truc intangible et faux par définition. Alors que la discussion qu'on a autour, si toi tu mets un 2 et qu'il y en a un autre qui met un 8, on sait qu'il y a un problème. On sait qu'on n'a pas compris la même chose de ce que c'est la story, puisque comme on regarde les stories les unes par rapport aux autres, on a nos stories de référence. Donc on sait qu'un 2, ça correspond à peu près à ce type de story, un 8, ça correspond à ce type de story-là. Si on n'est pas d'accord sur le fait que la story qu'on est en train d'estimer, elle correspond à l'une ou l'autre, c'est qu'on n'a pas compris la même chose derrière ou qu'on n'a pas compris la même chose au niveau de l'implémentation. Donc c'est la discussion qui va générer, qui va aligner toute l'équipe sur qu'est-ce que ça veut dire cette user story. Est-ce que c'est plutôt du temps, de la complexité fonctionnelle ou de la complexité technique? Ouais, c'est des points d'effort, c'est effectivement de la complexité, c'est des points de complexité que tu vas mettre derrière le temps que tu vas mettre à implémenter en fait la user story. Et ouais, c'est un peu un mix de tout ça. On part du principe, c'est un petit peu comme la QA, parfois on essaye d'estimer la QA. On part du principe que temps, effort, complexité sont proportionnels et que temps de QA est proportionnel. Ça, c'est le constat de départ, c'est l'hypothèse de départ. Si jamais on n'est pas dans ce cas-là, donc on va dire, celle-là, elle va prendre vachement longtemps. Certes, elle est pas très complexe, mais elle va prendre vachement longtemps. Le risque d'erreur humaine est beaucoup plus important. Du coup, tu vas lever la main, tu vas dire attention, ça prend vachement longtemps. Si la QA n'est pas proportionnelle, attention, sur cette story, j'ai énormément de QA à faire. C'est pareil, tu vas augmenter, tu vas changer ton échelle parce que tu te rends compte que ton postulat de départ est faux. Une dernière? Ouais. Ah oui, non. Bon, vas-y quand même.
Ouais. Ok. Comment on fait pour éviter la règle de 3 entre les points et les jours hommes? C'est simple, tu ne les évites pas. Ton PO, il fera toujours ça. Pourquoi? Parce qu'un PO, il a besoin d'avoir son budget. Il a besoin d'estimer en avance, ça va me coûter tant de temps, et donc ça va me coûter tant de jours hommes. Et ça, tu ne pourras jamais l'empêcher de le faire parce que c'est naturel et qu'il en a besoin. En revanche, ce que tu peux faire, c'est comme sur la première scénette, faire très attention à ce que estimation ne soit pas pris comme un engagement avec ton sang. Et c'est tout. Mais c'est naturel que ce soit fait et ils en ont besoin. Toi, en tant que développeur, c'est pas ton problème du quotidien, mais eux, ils en ont besoin et c'est important pour eux. Next. Okay. Oh, c'est ça. Ok. Ah ben, maintenant que je vous ai expliqué ce que j'attendais derrière cette user story, je pense qu'elle est plutôt claire pour tout le monde. Est-ce qu'on peut estimer maintenant? Ouais. C'est quoi ce malaise? Bah, elle est un peu grosse, là, ta user story, Myriam, quand même. Bah, je vois pas le problème, elle est assez grosse pour rentrer dans un sprint, non? Oui, enfin, à peine. Et du coup, on risque de pas te la livrer sur un sprint, ce qui fait qu'on te la montrera pas en démo. Et puis alors là, c'est dommage, quand même. Hein. C'est pas grave, vous me la montrerez quand vous aurez fini. Si on te la montre quand on a fini, adieu le feedback rapide. Et puis tu te rappelles de ce qu'on a dit sur les releases et sur le fait qu'il fallait qu'on les livre au fur et à mesure. C'est exactement le même principe avec les user stories. Plus on va faire des user stories petites, plus on aura un feedback rapide de ce que tu as besoin, plus on pourra les tester aussi rapidement et les intégrer. Et donc on évite les effets tunnels et les blocages pendant les stories. Ok, bah découpez-la si vous voulez, mais moi j'ai vraiment besoin d'une estimation maintenant. Demain, j'ai mon codir. C'est pareil, si on essaye de l'estimer, ta story, vu qu'elle est super grosse, on risque de louper des trucs. Si on loupe des trucs, notre estimation, elle sera fausse. Et donc, du coup, on va mettre en danger la livraison. Attends, mais là, je peux pas entendre ça. Enfin, on peut pas se planter, là, on a vraiment des deadlines short. Ok, le problème, c'est que du coup, ça va aussi faire varier, tu sais, notre vélocité. Donc, en parlant de deadline, si on a une vélocité qui est instable à cause des grosses stories, je sais pas, tu te rappelles ce qui s'était passé au sprint 4 où on avait eu 10 points de vélocité parce qu'on avait embarqué une énorme story à 13 points et qu'on n'avait pas fini pendant le sprint, ce qui fait qu'on s'était retrouvé avec un sprint 4 à 10 points et un sprint 5 à plus de 30 points, enfin un truc hallucinant. Et du coup, on se plante complètement. Quoi. Je me souviens, je crois que j'avais même annoncé une date d'atterrissage qui était complètement fausse. Oui, exactement. Donc on se plante sur notre prédictibilité et en plus ça démotive toute l'équipe parce qu'un sprint à 10 points pour une équipe, c'est juste complètement démotivant. On a l'impression que notre travail est pas reconnu. On reste motivé là, les gars, on va y aller, on va la découper cette story, on va le faire ensemble. Ok, super, merci. Cool. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que plus petite la user story elle sera et plus facile à estimer elle sera pour l'équipe. Ça nous évitera aussi les effets tunnels puisqu'on assimilera bien le périmètre fonctionnel de ce qui est attendu dans la user story. Et ça nous évite aussi le phénomène de la vélocité en dents de scie qui va vraiment impacter notre prédictibilité. Et enfin, plus petite la user story elle sera, plus elle aura des chances de rentrer dans la prochaine release et du coup partir en recette ou production et donc récupérer rapidement du feedback auprès de l'utilisateur. Question. Oh là, ils sont pas motivés sur celle-là. Vous estimez tous en... comme ça? Enfin, ça vous arrive jamais d'avoir des user stories qui soient complètement scandaleuses? Non. Non, mais s'ils n'ont pas de questions, après, ils n'ont pas de questions. Si? Attends. Non, mais vas-y. Ouais. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a des retours qui sont pris en compte dans les calculs de vélocité? Des retours, tu veux dire des feedbacks ou des problèmes techniques ou des problèmes fonctionnels, etc. Parce que tu as un product owner qui est colocalisé avec toi et tu lui montres de temps en temps ce que tu as réussi à faire. C'est ça ?
Ou en démo. Non, mais si, en démo, c'est vrai, on peut avoir des retours en démo. Il y a plusieurs types de prise en compte. Déjà, le plus tôt tu as ton feedback, le mieux. Donc, si tu arrives à l'avoir pendant ton sprint, donc tout ce qui est code review, pair programming, etc., ça va te permettre d'avoir son feedback au plus tôt. Et plus tu attends avant de corriger un bug, et plus il va te coûter cher. Donc, plus tôt tu le résous, et mieux t'es, quoi. Ensuite, les retours vraiment purement fonctionnels, ta QA, si tu peux la faire pendant ton sprint, au fur et à mesure, au fil de l'eau, en mode tendu, exactement, c'est mieux. C'est un luxe. C'est presque un luxe. Mais si jamais c'est pas le cas, tu as plusieurs types. Soit tu crées un bug parce que t'es vraiment, on est clairement dans un problème, un problème d'implémentation. Soit c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Et donc, dans ce cas-là, tu négocies avec ton PO de ce que tu fais. L'important, c'est d'être super transparent sur l'impact que ça a sur ta vélocité et sur qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment terminé. Il y a des systèmes de definition of done que tu fais. Et je ne calcule mes points, je ne les compte que quand j'ai atteint ma definition of done. Typiquement, si j'ai pas passé ma QA, j'ai plutôt tendance à dire on compte pas les points dans la vélocité. Ça dépend de la DOD de chacun. Ça dépend de la definition of done de l'équipe. Mais plus ta definition of done sera petite, donc par exemple si c'est juste dev done, plus tu auras de chances de te payer des retours derrière et du coup de déstabiliser ta vélocité et donc de casser ta prédictibilité, ce que le PO veut pas au final. Ouais. Est-ce qu'une story risque pas de changer si on a des feedbacks tout au long du sprint? Je suis tout à fait d'accord. Que fait le Scrum Master? Ouais, que fait le Scrum Master? Non, ton PO, c'est pareil, sur le même concept que la definition of done, tu as la definition of ready. Et donc, ça veut dire, ma story, elle est prête, elle est terminée, elle est définie, et elle est suffisamment petite pour que le périmètre, normalement, il n'est pas à changer en fonction de ce que je vois. Maintenant, ce qui va primer, c'est la valeur que tu apportes à ton utilisateur. Donc, si jamais les retours qu'on a, ils disent ça, juste, je le mets dans les mains de mon utilisateur, c'est pourri, ça, il va pas en vouloir. Tu as plutôt intérêt à le mettre à la poubelle, à dire tant pis, c'est pas grave, je jette à la poubelle et je refais. Et je vais baisser ma vélocité ou alors je vais faire quelque chose, je vais apporter moins de valeur, mais au moins ce que j'apporterai, c'est ça qui sera bien pour mon utilisateur. Mais le développeur a clairement le droit de dire non à son product owner dans ces cas-là. Parce que... On peut le mettre au prochain sprint. C'est la négociation qu'il y a entre le Scrum Master et le Product Owner, ou entre l'équipe et le Product Owner. L'important, c'est pas d'être l'un contre l'autre, mais de travailler ensemble pour définir un produit intéressant pour l'utilisateur. C'est ça le but final, en fait. Ok. Next. Attends, j'ai un post-it. Salut Lorraine. Coucou. Faut que je te parle. Ouais, dis-moi. Écoute, moi les 5 minutes du matin, là, j'en peux plus. J'en ai marre. Ok. Ça prend beaucoup trop de temps. Pour juste vous partager les tâches, vous pouvez le faire une fois par semaine. Ça suffit, parce que tu te rends compte, 8 personnes pendant 30 minutes à 600 € jour homme. Je te laisse faire le calcul. Ouais. Pas 30 minutes, tu m'as dit? C'est 15 minutes maximum, normalement, un délai. Vous le faites debout et tout Oui, on le fait debout, pourtant ça dure 30 minutes. N'essaie pas de m'avoir. 15 minutes, 30 minutes, c'est le même débat. Okay. Écoute, c'est beaucoup trop cher pour juste vous synchroniser entre vous. Ouais, enfin c'est pas tout ce qu'on fait quand même. Le but du daily premier, ça va être de lever les blocages ensemble et de les identifier ensemble. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant le daily, c'est le moment où on va identifier qu'on est en train de rentrer dans un effet tunnel ou alors qu'on est bloqué sur une tâche ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on va la résoudre plus vite. Et tu sais que plus vite on résout un blocage, et moins cher il nous coûte. Et exactement pareil, si je me synchronise entre les développeurs tout au long du sprint, ça veut dire que j'évite de marcher sur les pieds, genre merger sur la même branche ou tu vois, des trucs un peu crado. Et du coup, derrière, j'évite de créer des nouveaux problèmes. Donc entre les problèmes que tu résous pour moins cher et ceux que tu évites de créer, je pense que budgétairement parlant, tu tires trop. Ok, bon, c'est à moi de dire ça. J'ai pas besoin d'être là, moi. On est d'accord? Garde-le. La cérémonie si vous en avez besoin. J'ai pas besoin d'être là juste pour dire que j'ai validé une user story hier, que je compte en écrire une aujourd'hui. J'ai autre chose à faire. Ouais, au contraire, je pense que c'est hyper important que tu sois là, déjà parce que le daily, ça va être le moment où tu vas voir où en est le sprint, tu vas pouvoir voir l'avancement, et toi qui nous demandes quand même un peu tous les jours où est-ce qu'on en est et si on va finir le sprint, et qu'est-ce qu'on va te montrer en démo, je pense que ça t'intéresse. Et puis, comme on parlait des blocages, si tu peux toi nous parler des blocages et puis participer à la résolution de ceux de l'équipe, c'est important que tu sois là. Ok, j'ai compris que j'étais importante. Tu es importante. Du coup, mais moi j'ai entendu des trucs. Apparemment, je demande du reporting. Il y en a même qui pensent que je les flic. Enfin,
C'est pas le but du daily, non? Non, on est d'accord. C'est pas du tout le but du daily. Dans le daily, tu es là au même titre que tout le monde. Tu donnes de l'information et tu en reçois exactement au même niveau que n'importe quel membre de l'équipe. Si l'équipe pense ça, c'est probablement quelque chose derrière. Il faut peut-être qu'on creuse le sujet. Donc, on peut faire ça à la prochaine rétrospective, si tu veux. Ouais, je pense qu'il faut qu'on en parle, ouais. Donc, tu viens à la prochaine rétro? Encore une réunion, Lorraine, et je viens de t'expliquer que ça coûte énormément d'argent. Non, mais attends, tu viens de donner un exemple parfait de son utilité. C'est le moment où on creuse les problèmes, on trouve des solutions, on prend des actions et on résout ça tous ensemble. Mais c'est hyper important que tu sois là parce que du coup, ce type de problème dont tu es en train de me parler, il faut que tu sois capable d'en parler avec l'équipe et qu'eux, ils puissent te faire leur retour aussi. Donc, il faut que tu y sois au moins de temps en temps. Ok, je veux bien venir à la prochaine. Par contre, je te laisse m'envoyer une invitation parce que là, j'ai une démo avec l'équipe rouge. D'accord. Et ça, tu vois pas ça comme une perte de temps? Ah non, c'est génial les démos. C'est trop bien. Je peux voir les dernières fonctionnalités qui viennent de sortir, je peux les valider, je peux même donner mon avis. Avant, je devais attendre longtemps avant d'avoir quelque chose en recette. Et des fois, je découvrais des trucs un peu bizarres. Je suis contente que tu vois pas toutes les la démo, cérémonies comme faut la conserver. Elle est géniale. Ok. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a effectivement différentes cérémonies qui viennent cadencer le sprint, le daily et le moment de synchronisation de l'équipe. Ça permet aussi de lever les blocages pour que le product owner ou le scrum master puisse les aider. C'est important que ça dure moins de 15 minutes, sinon on tombe dans la réunionite et c'est pas l'objectif. La rétrospective, ça va être le rendez-vous où effectivement, là, on va vraiment rentrer dans les détails, on va essayer de creuser les problèmes, on va essayer de trouver des solutions. Généralement, c'est une cérémonie qui est animée par le Scrum Master ou par un membre de l'équipe. Et enfin, la démo, la cérémonie favorite des product owners, donc qui permet de donner de la visibilité sur l'avancement du projet. Et surtout, c'est aussi le moment où le développeur, il sait si sa user story a été validée ou pas pendant la démo. Donc ça permet de récolter du feedback auprès du client ou du PO. Voilà. Des questions? Est-ce que la présence du PO en daily a tendance à allonger le daily et à donner trop d'informations? C'est ça? Et de l'information parasite. Ouais. Okay. Pas forcément. C'est important que le product owner soit là quand même pour donner un peu la vision et que aussi il puisse voir aussi l'avancement du projet pendant le sprint. Sinon, il va venir vous demander à chaque fois, il va vous bombarder de mails. C'est le travail du Scrum Master de bien maîtriser ça et éduquer un peu le product owner. Je ne sais pas si vous utilisez des fois les balles de parole. Ça permet de bien timer le temps de parole de chacun. Il y a plein de petites techniques qu'on peut utiliser, mais c'est hyper important qu'un PO soit là parce que, mine de rien, c'est lui qui a la vision produit. Et s'il ne la partage pas au quotidien, au final, ça déconnecte complètement le développeur de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et de où est-ce qu'on va. Et en fait, du coup, de l'impact de son travail. Ouais, c'est exactement ça. C'est hyper important que le PO soit là. Hop. Ouais, qu'est-ce qui se passe quand c'est le... C'est vrai qu'on a pris le parti, mais un peu parce que c'est plus rigolo comme ça. Peut-être répéter la question. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le PO qui a envie de faire de l'agile et que c'est le développeur qui est réfractaire? Un gros travail d'évangélisation. Essayer de comprendre déjà pourquoi le product owner, le développeur, il est réfractaire. Peut-être qu'il a expérimenté ça dans une autre équipe, ça n'a pas bien marché. Peut-être qu'on l'a mal implémenté. C'est important de creuser pour savoir pourquoi. Le Scrum, ça marche pas. J'ai essayé. Ouais. Non, ouais, souvent, c'est plus rare. C'est vrai que c'est une situation qui est souvent un peu plus rare. C'est typique des personnalités un peu individualistes qui veulent parfois juste bosser tout seul. Ouais, pas forcément. Moi, j'en ai vu plusieurs pour le coup où c'était vraiment ça. Ils avaient vécu une très mauvaise expérience de l'agile où ça a été
tellement mal implémenté qu'au final, ça se transformait vraiment en c'est le bordel, ou alors je te donne des ordres, vraiment en mode flicage, quoi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ou à l'arrache. Comme on est en agile, et ben, on peut changer les spécifications tout au long du projet. Donc, tu es en train de faire un truc, non, finalement, j'ai changé d'avis, je te fais tout mettre à la poubelle, je te le fais repartir de zéro. Et en fait, c'est très souvent... Une incompréhension de la méthode. Les cas où j'ai vu des développeurs qui avaient vraiment pas envie de faire de l'agile ou qui étaient vraiment contre, c'est très souvent des développeurs qui ont eu une mauvaise expérience et qui du coup voient ça comme une corvée. Donc il faut faire les choses bien, quoi. Désolée. Alors si, justement. Donc là on a fait les 5. On en a 2 autres. Donc là c'est à vous de choisir. On a 2 solutions. Soit on se fait 9 minutes et 50 secondes de questions, soit on fait les 2 autres scénettes et on essaye de se réserver 5 petites minutes à la fin pour faire les questions. Qui est pour continuer les scénettes? Ouais, cool. Ok, donc scénette suivante. Merci. Non, mais ça prouve qu'on les fait pas chier. Management visuel. Attends, je retire ça. Quoique c'était pas mal pour management visuel. Salut Lorraine. Écoute, je viens de sortir d'une rétrospective là, avec l'équipe. Et écoute, on a décidé d'acheter un board physique. Est-ce que tu peux nous passer commande, s'il te plaît? Un board physique. Pourquoi faire? Écoute, ça va être le prochain lieu de rassemblement pour le daily de l'équipe. Et ça sera un bon moyen pour toi de voir aussi l'avancement du projet d'un coup d'œil. Et pas que toi, d'ailleurs, tout le monde dans l'open space. Mais attends, vous avez l'outil électronique là pour ça? J'ai payé une licence l'année dernière, un truc là. L'outil électronique, il est difficilement adaptable à tous les contextes. Tu te rappelles la dernière fois quand Pierre et David travaillaient sur la même user story? Ouais. On ne pouvait pas vraiment faire transparaître ça sur l'outil électronique, alors que sur le board physique, il suffit juste de mettre les 2 avatars de ces développeurs sur le même post-it. Donc le board physique te donne toutes les possibilités. On peut aussi ajouter des informations annexes comme les congés de l'équipe, les releases sur lesquels on travaille en ce moment. Et aussi la definition of done, on pourrait l'afficher, tu sais, celle sur laquelle on a travaillé ensemble. Donc voilà, c'est quand même plutôt flexible et en plus ça plante pas. Perso, moi, ça me dérange pas et l'outil électronique me suffit tout à fait, donc je vois pas l'intérêt. Ok, alors pour toi peut-être, Lorraine, mais tu sais, il y a différents types de personnes qu'on appelle les VAC. Ils ont tous leur façon à eux de mémoriser les choses. Le visuel, lui, il va donc retenir plus facilement ce qu'il voit. L'auditif, il va mémoriser ce qu'il va entendre, donc le bruit ambiant, etc., ce qu'on dit. Et le kinesthésique, lui, il va avoir besoin de participer, d'agir, de toucher, d'être physiquement actif. Et faire le daily avec le board physique, pour lui, c'est important. Donc ça permet vraiment d'adresser tout type de personnes. Ok, donc vendu. Écoute, je vais commander le board et puis du coup, j'annule la licence du board électronique. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non. L'outil électronique, il est important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir tout l'historique du projet. Et c'est quand même bien pratique pour les gens qui sont à distance. Non, moi je te propose de vraiment avoir les 2. Le board physique pour la partie communication et collaboration et l'outil électronique pour la documentation. Les 2. Donc là, on va aller dire aux développeurs qu'ils vont devoir mettre à jour le board physique et le board électronique. Ils vont nous sauter à la gorge. T'inquiète, je m'en occupe. Pas d'excuses là-dessus. On peut très bien se partager l'écriture des post-it ensemble dans l'équipe. Et en plus de ça, il y a des plugins qui existent. Donc, faux débat. Ok, écoute, je te commande le board et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Test and learn, comme tu dis toujours. Exactement. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'un board physique, ça nous permet d'avoir une vision rapide et globale de ce qui se passe dans le projet pour tout le monde. Toutes les personnes qui vont passer devant le board pourront avoir cette vision-là et ce one-shot un petit peu de ce qui se passe dans le projet. C'est aussi beaucoup plus dynamique et c'est adaptable un petit peu à tout type de personnes, y compris les kinesthésiques, qui sont très souvent laissés pour compte. Voilà. Et accessoirement, ça s'adapte à chacune des équipes. Ça lag pas, il n'y a pas besoin de scroller pour voir tout. Je peux changer mes colonnes n'importe quand. Quel que soit mon contexte, l'outil physique, il est personnalisable à volonté. Pour autant, il ne faut pas abandonner l'outil électronique parce que l'outil électronique, c'est lui qui va nous donner tout l'historique du projet, y compris les specs. Parce que mine de rien, c'est bien de continuer à garder des specs. Hein.
dans les user stories. Ça va souvent nous générer des indicateurs tout seul, de façon tout à fait magique. Donc le burn down, ces choses-là, ça va se faire gratuitement. Et puis quand on travaille à distance avec l'essor un petit peu du télétravail en ce moment, etc., si vous n'avez pas d'outils électroniques, vous avez une partie de l'équipe qui est complètement paumée, quoi. Voilà. 2 minutes de questions. Ah, bah, l'outil. Tu as l'outil électronique, mais Comment on fait quand tu as une partie de l'équipe qui n'est pas dans les bureaux avec nous? C'est ça ta question? Okay. Genre s'ils sont à Nantes ou ce genre de choses-là. Ouais. En fait, tu as plusieurs solutions. Il y a un truc qui est pas mal utilisé qui s'appelle le Kanban miroir. Donc tu as 2 boards, tu en as un dans chacune des villes et on le met à jour juste avant le daily. C'est un truc qui est pas mal fait quand on a vraiment besoin d'avoir un outil électronique, enfin un board visuel. Le board électronique fait foi. Ça doit être ce qui fait toujours foi pour tout le monde. Le board électronique, c'est aussi pour ça que c'est hyper important, c'est pour quand on a des personnes en remote. Pour autant, le board physique, c'est un truc qui est souvent très important pour une équipe, mais si dans ton contexte, ça ne s'adapte pas, personne n'ira jamais te forcer à le faire. Si l'équipe ne ressent pas ce besoin et si l'équipe ne vit pas bien, l'important c'est d'essayer. C'est comme tous les concepts de l'agilité, il y a la théorie et puis derrière il y a ton contexte et la façon dont tu l'adaptes va dépendre de est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas. Si ça t'apporte rien, ça sert à rien de mettre des choses en place. Il faut juste toujours essayer. Après, on n'hésite pas à mettre à la poubelle. Quoi d'autre? Question? Ouais. Oh, le mec a pas d'imprimante. Non, tu les mets... Eh ben, tu vas voir ton product owner pour commander une imprimante. Non, si, mais qui est pour les post-it. Il y a une invention géniale qui s'appelle la pâte à fixe. Non, mais c'est pas ça. Ouais, il faut les découper. La question, c'est comment on fait si on n'a pas d'imprimante? Non, c'était que les imprimantes, elles n'impriment pas des post-it. Que ça colle pas tout seul. Ce que ça t'imprime, c'est juste tout simplement une feuille A4 et tu découpes les user stories. Oui, au Mexico, c'est de découper. À la pause café, tu fais ça. Non, mais ça, c'est pareil, c'est le même faux débat qu'il va falloir qu'on écrive les stories. Attends, on est quoi? On est 6-7 dans l'équipe. On a quoi? 15 stories par sprint. On va découper chacun 2 stories. Oh, mon Dieu! Comment je vais faire? Ça va bien se passer. Non, il nous faut... On fait la dernière? Ouais. Ouais, go. En rapide alors. Ah oui, c'est le café. Ok. J'ai mon café. Salut Lorraine. Salut. T'as pas l'air trop dans ton assiette. Non, pourtant t'as vu le bronzage, c'est top. Et non, là, à mon retour de vacances, tu sais pas ce que j'ai appris. Il y a Julien qui m'a fait le coup de me dire qu'il part 3 semaines en vacances, là. Et c'est lui mon expert sur les nouvelles offres. Du coup, je suis dans la merde. Mais c'est pas grave, ça peut être quelqu'un d'autre dans l'équipe, non? Non, c'est lui qui a travaillé sur les nouvelles offres depuis le départ. Il a fait tout le projet, plutôt bien d'ailleurs. Et maintenant qu'il va partir en vacances, je suis foutu, quoi. Personne d'autre peut prendre le sujet, c'est lui qui connaît. Ah, t'es dans un sale pétrin. Moi, je fais pas ça. Nous, on n'a pas de spécialisation. Tout le monde travaille sur tous les sujets. C'est toujours la meilleure. Tout le monde travaille sur tous les sujets. C'est facile. Non, mais enfin bon, nous, tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'ai mon point de contact. Je sais qui travaille sur le truc, et puis c'est lui qui est l'expert. Enfin bon, tout le monde peut pas connaître tous les sujets. C'est un investissement qui est énorme. Tu dépenses un fric monstre à faire ça. Fais gaffe, t'as du café quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais nous on fait pas ça. Tout le monde travaille sur toutes les features, il n'y a pas de spécialisation dans l'équipe. Au moins ça nous permet de jamais être bloqué et de s'entraider en cas de coup de bourre, même s'il y en a qui sont quand même meilleurs sur certains aspects que d'autres. Mais attends, du coup, comment tu fais ton planning? Parce que moi j'ai mon diagramme de Gantt avec mes lignes pour chacun des développeurs, pour chacun des sujets. Du coup je sais quand est-ce que mon projet il atterrit. Tu fais comment là si c'est le bordel comme ça? Moi je travaille en mode capacitaire.
Donc, je mesure ma capacité à faire à la fin de chaque sprint. Et c'est comme ça que je peux calculer ma date d'atterrissage. Ouais, c'est le truc que tu as montré en Codir la dernière fois, ils étaient tous trop fans. Ok, bon alors sur la théorie ça a l'air génial, n'empêche que moi mon équipe ils sont tous spécialisés dans des compétences fonctionnelles ou techniques et du coup j'ai pas ton équipe Myriam, tu vois, je peux pas magiquement comme ça arriver à une situation où... T'inquiète pas, tu sais on a dû commencer quelque part aussi. Moi, ce que je te propose, commence d'abord par faire des estimations ensemble. Tu sais, pendant le sprint planning, tu mets toute l'équipe. Ouais. Après, tu peux leur proposer de faire un peu de pair programming, s'ils ont envie, du code review, tu verras. La montée de compétences va se faire naturellement, au fur et à mesure. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est j'ai un planning dans 30 minutes. Moi, je me sens pas trop d'expliquer ça bien à l'équipe. Je sais pas trop, est-ce que tu veux bien m'accompagner et m'aider à faire le planning pour expliquer tout ça ? Bon, juste parce que c'est toi, je veux bien. Je prends juste mes cartes de poker planning et j'arrive. Merci Myriam. Je t'en prie. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que la spécialisation, ça crée des SPOF. On a 6 secondes. Ah non, 7 secondes. Ça crée des SPOF, donc des single point of failure. Ça veut dire que le mec, il se fait renverser par un bus, vous êtes foutu. Ou il part en vacances, ça marche aussi. Hein. Et en plus, du coup, ça désengage toute l'équipe parce que chacun a son propre sujet, son propre domaine d'expertise. Donc, s'il y a un problème sur l'autre sujet, eh ben, c'est pas mon problème à moi. Donc, il n'y a pas d'engagement de l'équipe globale sur ce qu'on veut. Et pour sortir de cette situation-là, on fait les choses pas à pas parce que ça se fait pas gratuitement, ça se fait pas facilement. Donc le mieux c'est de commencer par faire le poker planning ensemble, comme ça on entend parler de ce qui se passe, on voit un petit peu les choses, on comprend la complexité et les tenants et les aboutissants. Et ensuite on va passer sur de la code review, du pair programming, faire les choses ensemble et puis naturellement en fait les gens vont monter en compétences. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, même si désolé. C'est pas 5 minutes. Vous pouvez venir nous voir. Ouais. Voilà. Merci.